présenter Marie-Christine Clameau, coordonnatrice de bénévoles et formatrice en soins palliatifs à Vallière. Alors, c'est elle qui va faire la prochaine conférence sur quand le changement s'est basculé nos vies. Alors, bonjour. 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 Ah, ok, vous êtes là. Ça va si vous êtes avec moi, là? Hein, c'est important. D'être pour moi, pas me sentir toute seule en avant. Alors, très contente d'être ici. Oui, moi, je travaille à Palliel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Palliel ici. C'est un organisme communautaire. On est à Saguenay. On couvre tout le grand territoire de Saguenay. Chicoutimi, Jonquière-la-Baie, les environs, jusqu'à Bégin, en Saint-Jean. Alors, moi, je travaille à cet endroit-là depuis 7 ans. Je suis coordonnatrice de bénévoles. Alors, Palliel, cet organisme-là a des bénévoles qui vont accompagner les gens quand ils sont en phase palliative de cancer. Ça veut dire que ces personnes-là, ils apprennent que leur maladie, elle ne peut pas guérir. Leur cancer ne peut pas guérir, il n'y a plus de médication, il n'y a plus de chirurgie pour les guérir. Alors, nous, on va, si on a besoin, on va aller les accompagner. Puis, les personnes en fin de vie de toute maladie. Et depuis 1 an, on est devenus des partenaires avec le Fort Enfants et Familles de Montréal et on va accompagner des enfants atteints de maladies graves, maladies neuromusculaires, maladies chroniques. Alors, on a formé des bénévoles pour aller s'amuser avec ces enfants-là. Et le parent doit rester à la maison, par exemple, parce que ce ne sont pas des personnes spécialistes de ces maladies-là. Mais c'est vraiment pour donner du répit aux parents, pour faire un petit gâteau, et aller se coucher pendant que le bénévole est là. Alors, c'est mon travail et je suis aussi formatrice en soins palliatifs. C'est moi qui forme les bénévoles et une partie de la population en soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs, là, Havre du Lac, à Dolbeau, tout ça, je vais former ces gens-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de changement. Le changement, c'est pas évident. Hein? Vous le savez probablement parce que vous soyez la personne malade, que vous soyez le proche aidant de ces gens-là, on est en changement. Surtout quand on est malade, des fois, on dirait que ça paraît plus. Là. De toute façon, depuis qu'on est au monde, qu'on change. Mais ça, des fois, on ne veut pas le regarder. Alors, moi, ce que je vais vous parler, c'est de quelle façon on peut faire pour vivre ces changements-là. Mais pour le vivre, le changement, il faut au moins que je sois capable de le reconnaître qui est là. Hein? C'est une des premières choses. Ensuite de ça, je vais faire mon introduction. Ça, c'est pas tout à fait mon introduction. C'est ma présentation. Alors, je vais vous parler des perceptions. Des perceptions dans le changement. Comment est-ce que, quand un changement arrive dans ma vie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va le vivre d'une façon puis l'autre va le vivre d'une autre? Hein? Ça va dépendre de mes perceptions. Les phases du changement. Quand je vis un changement, ça ne se passe pas, oui, OK, aujourd'hui c'est ça, puis dans 1 heure, ben, c'est beau, tout va être changé. Non, non, non. À l'intérieur de nous, il se passe ça brasse et ça brasse, il y a des résistances qui sont là. Alors, il y a des phases à travers le changement. Je vais vous faire une comparaison entre le volcan et l'enfant, hein, la naissance d'un enfant. Je vais vous parler du stress parce que le stress, veut pas, ça fait partie intégrante du changement. On vit du stress quand on est en changement. On a décidé de faire ce changement-là de par nous autres mêmes, ou que la vie nous l'impose, il y a un stress qui est là. Hein? Ça se présente de quelle façon? De quelle façon aussi je peux m'amuser avec le stress, je vais le dire comme ça. Moi, je suis en train de m'amuser un peu avec mon stress. Là. Hein? Veux pas, là, j'essaie de... Hey, calme-toi, Martine, oh, regarde, c'est du beau monde, puis ils font pas mal. Je me dis plein de belles affaires dans ma tête, là. Et après ça, pour terminer, je vais vous parler de l'humour. Comment est-ce que l'humour, des fois, dans notre vie, peut nous aider à voir la vie différemment? Hein? Je ne changerai pas le drame que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas le but, puis je ne serais pas capable de toute façon. Ce n'est pas mon drame à moi. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus, moi. Je n'ai pas de pouvoir sur vous. J'ai seulement du pouvoir sur moi-même. Alors, mais je peux vous aider à changer les perceptions de ce drame-là. Ça, c'est du pouvoir que vous avez pour vous-même aussi. Alors, avant de passer au diapo et tout ça, bien là, je vais vous faire mon introduction.
Alors, notre société est en changement, est en mutation. Hein. Ça va vite aujourd'hui, avec toutes les aires de communication. Avant une génération, ça pouvait être une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est comme une génération, c'est 5 ans qu'on passe à d'autres choses. Hein. Je veux dire, ça va quand même très, très vite. Et la façon de percevoir la permanence des choses, c'est remis en question tout ça. Vu que ça va très, très vite, on passe notre temps à se remettre en question. Hein? Alors, on remet souvent la sécurité dans l'emploi. Vous vous souvenez, avant, quand quelqu'un est engagé à l'ALCAN, il est engagé pour 5 vies, à l'ALCAN, il va mourir là. Tu sais, il rentre à 18 ans, puis il va partir avec sa retraite, puis il va avoir passé peut-être 30-35 ans l'année de sa vie. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, bien, les gens fonctionnent beaucoup par contrat. Hein? Alors, la sécurité de l'emploi, elle est moins présente. Alors, ça nous déstabilise tout ça. Hein? La liberté, l'amour, puis même la mort aussi s'en fait partie. Mais cet espace-là, cette étape-là de notre vie, on ne veut pas en entendre parler. Hein? Moi, j'ai déjà rencontré des gens, j'en rencontre plein de gens. Quand quelqu'un a une vingtaine d'années dit « Moi, j'ai jamais pensé à ça, que j'allais mourir », je me dis « C'est bien correct. » Tu sais, tu dois peut-être penser quand même un petit peu, parce que ça va t'arriver. Mais quand quelqu'un d'une soixantaine d'années me dit moi, là, ça faisait pas partie de mon plan. En là, au monde, ça fait déjà partie du plan de vie, la mort. Hein? Alors, on frappe des murs hein, quand on arrive et on se fait annoncer qu'on a une maladie fatale. Alors, au cœur de ce changement-là, on va découvrir l'impermanence des valeurs, des objets, des personnes et surtout de nous-mêmes. C'est ce qu'on va découvrir. Il y a une phrase qui dit que si l'humain apprenait qu'il est seulement locataire de son corps et non propriétaire, il serait peut-être plus facile de lâcher prise. Hein? C'est une location qu'on a. Hein? On n'est pas vraiment propriétaire. Hein? Alors, ce qu'on apprend, on apprend à nos enfants, on nous apprend toutes sortes de choses. Hein? De la prévention, des maladies, de se laver les mains, prévention des accidents. On va leur parler aussi des fois, peut-être pas quand ils sont jeunes, mais la prévention du suicide. Il y a des cours là-dessus. Il y a des cours aussi sur l'éducation. L'éducation sexuelle, l'éducation physique, l'éducation populaire. Mais rarement, on va parler de l'éducation au changement ou à la mort. On n'éduquera pas les gens par rapport à ça. Que dans leur vie, ça va les arriver qu'ils vont du changement. Et pourtant, la perte, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, le changement, c'est plus un signe de remplacement. Hein, le Dollarama, il en est un exemple. Je veux dire, oui, c'est des objets, là, mais j'ai besoin d'un pinceau, je vais aller le chercher. On ne sera pas 10 minutes à le laver après, là, je vais le jeter. Hein. On voit plus le changement comme jeter quelque chose et non comme une transformation. Et pourtant, quand il y arrive des événements dramatiques dans ma vie, veux pas, je ne serai plus jamais la même personne qu'avant. Même si les gens disent « Ah, j'ai hâte que tu finisses ça, moi, ce deuil-là, j'ai hâte que tu passes à d'autres choses, que tu reviennes comme tu étais. » Mais je suis désolée. Les personnes ne seront plus jamais pareilles comme avant, quand ils vivent des expériences comme ça dans leur vie. Alors, pour les jeunes, eux autres, ils vont perdre leurs dents, hein, les premières dents. Ils vont perdre aussi l'illusion que le Père Noël, ça n'existe pas. Mais ça va revenir, je crois déjà encore. Quand on déménage, on va perdre des amis. Hein? Les décès aussi des grands-parents. Des fois, c'est souvent la première chose qu'un enfant va se rendre compte qu'on va mourir parce que les grands-parents vont décéder. Les ados, eux autres, ils vont perdre le premier blond. Hein? Le premier emploi. Puis surtout l'image parfaite du parent. Ils vont perdre ça. Mon père et ma mère, ils ne sont pas parfaits. Ça se pourrait plus que je ne sois pas non moins en tout cas. Les adultes, hein, ils vont perdre aussi leur jeunesse, hein, cette jeunesse-là qui est si fébrile, qui ont eu des expériences extraordinaires. Ils vont peut-être perdre un premier emploi aussi. Des règles concernant les enfants. Puis des pertes de santé et d'autonomie. Alors la perte, là, ça vient ébranler l'image confortable que chacun de nous se fait de sa propre réalité. Moi, dans ma vie, j'ai ma réalité à moi. Et vous, chacun d'entre vous, vous avez votre propre réalité de votre vie. Et c'est complètement différent. Votre réalité à vous est aussi bonne que la mienne. Je ne peux pas les comparer parce qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie. Puis même si on avait les mêmes expériences, je ne pourrais même pas encore les comparer. Mais la réalité que je me fais de moi-même, hein, c'est toutes mes expériences de vie qui fait que j'ai ma propre réalité à l'intérieur de moi.
Alors, le changement, ben, c'est exigeant. Hein? Ça implique un dépassement de soi. Et l'être humain, il n'a pas tendance à vouloir faire ça. Hein? Il a tendance à vouloir rester dans ses petites bottines confortables, ses pantoufles peut-être. À toutes les périodes de son existence, pourtant, il est possible de changer des aspects de nous, hein, de son monde intérieur, pour se rapprocher du bonheur. Mais ce n'est pas une dure facile. Alors, ce que je vous montre, c'est une image. Et cette image-là, il y a deux façons de la voir. Soit que vous voyez une vieille femme ou bien une jeune femme. Que vous voyez une ou l'autre, c'est pas important. C'est la façon que vous êtes installé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que votre perception est allée chercher une image plus que l'autre. Mais peu importe, les deux, c'est correct. C'est votre façon que vous percevez les choses. Alors là, je vais faire un peu de lecture parce que c'est long mon affaire, puis je ne voudrais pas l'oublier non plus. Mais par après, là, je vais aller dans les diapos, ça va aller, ça allez pouvoir regarder en même temps. Je vais la laisser là de toute façon, vous pourrez la lire en même temps. Alors, dès la naissance jusqu'à la mort, la vie offre une infinité d'occasions de s'épanouir. Est-ce que vous m'entendez lire? Je la laisse comme ça. Mais ce travail, ça nécessite de la volonté, car l'être humain a une tendance naturelle à se conforter et à s'isoler dans des zones connues, car il n'ose pas ébranler ses convictions. Ses convictions, c'est ses valeurs, c'est ses préjugés, c'est ses croyances. Hein? Dans sa quête continuelle de comprendre l'environnement dans lequel il évolue, il apprend très tôt à catégoriser les situations et les événements. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon. On catégorise les choses. On lui donne une valeur. Hein? Ça, c'est notre éducation qui fait ça. Il se crée ainsi un système de croyances, hein, qui lui dicte ce qui est bien, ce que je viens de vous dire. Il se forge une image du monde. Chaque personne ici a sa propre image de son monde. On est tous en soi un monde. J'ai mon monde à moi, puis chacun d'entre vous, vous avez votre propre monde intérieur. Hein? Ils ne sont pas pareils. Hein? Il croit à tort que son bien-être dépend de l'équilibre du monde qui s'est construit. Et quand le changement arrive, ben, ça vient ébranler ce monde-là. Hein? Toute situation, personne, commentaire ou interaction en dehors de ce cadre va être une menace pour mon harmonie, pour mon équilibre. Comme tous les êtres humains de la planète, l'homme est à la recherche de cet équilibre-là. Il n'aime pas ça se faire brasser. Il n'aime pas ça se faire dire, ben, ça se pourrait être que je fasse les choses différemment. Non, 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 je veux rester comme ça. Hein? On n'aime pas ça se faire brasser ou quand la vie vient nous déranger un peu. Alors, ça s'appelle l'homéostasie, de rester en équilibre, d'être confortable avec soi. Alors, l'homéostasie, ça se présente sous deux formes. Hein? Celle inerte et celle qui est dynamique. L'homéostasie inerte, elle veut plus nous rester dans le statu quo. Je ne bouge pas dans les affaires, je suis confortable. Puis la dynamique, elle va nous pousser à faire du changement. Alors, de façon consciente, nous croyons que le statu quo, ben, c'est le meilleur outil pour garder ça, cet ordre-là, à l'intérieur de nous. Alors, la tendance à chercher ça, l'homéostasie, hein, ça s'appelle l'entropie. Je veux rester dans la situation où je suis. Je ne veux pas bouger de l'autre. J'ai mes petites bébites, là, mais au-delà de ça, je suis capable de vivre avec. N'est pas me déranger. Hein? Alors, cette personne n'est ni utile ni agréable, et elle a tendance à nous entretenir dans le chaos, hein, à venir brasser à l'intérieur de nous. Alors, l'esprit, elle va se fixer naturellement sur le problème et les tracas de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est l'esprit qui va être plus en mouvement. Hein? Notre mental, là, il va travailler fort pour nous garder dans cet état-là. Hein? C'est comme quand des fois on dit, oh, ben, la folle du logis est partie, ou le hamster est décollé. Ben, c'est ça l'entropie. Ça nous garde là-dedans, et on se nourrit de ça. Hein? En d'autres mots, l'entropie détermine notre résistance. Ça nous donne une résistance qu'on ne veut pas bouger là-dedans. Alors, c'est pour ça que quand on écoute la télévision, hein, on fait des casse-têtes, des choses comme ça, bien, ça empêche le mental de fonctionner. On dit, oh, ça fait du bien. J'ai plus tout le temps ces idées-là qui me reviennent dans ma tête. Mais dans le fond, je fais juste changer ma cassette un peu de place. Genre, aussitôt que j'ai fini d'écouter la télé, hein, ça recommence. Comment est-ce que je repense encore à ça? Ah. Alors, heureusement, il existe une autre force,
qui est à l'intérieur de nous. Hein? Ça, c'est la force du dynamique, notre force spirituelle. Et sous cette force-là, on a un pouvoir. Hein? Et pour atteindre cette force-là, pour se connecter, bien, ça prend de l'ouverture. L'ouverture sur le monde, mais l'ouverture sur soi-même et l'ouverture de mettre en mouvement ces croyances-là et les transformer. Je ne suis pas obligée de les garder. Moi, mon père, j'avais presque 50 ans de différence avec mon père. Il était né en 1909, mon père. Alors, je ne l'ai plus jeune, vous comprenez, je n'ai pas 75 ans. Alors, les croyances que mes parents m'ont données et leurs valeurs, la base, le reste, des choses comme ça tient. Mais il y en a d'autres qui tenaient plus la route. Mais je continuais à vivre avec ça quand même. Alors, comme si longtemps que je n'ai pas remis ces valeurs-là, ces croyances-là en question, mais je n'étais pas si bien que ça. Hein? Il faut apprendre à les remettre en question. Parce que eux, c'était dans leur temps à eux. C'était leur façon à eux de vivre leur vie. Mais moi, dans ma génération, c'est autre chose. Alors, si je ne remets pas ça en question, je suis coincée dans ces valeurs-là. Alors, l'évolution spirituelle, ça va dans le sens contraire de ce qu'est l'entropie, dans le fond. C'est mystérieux en même temps. Alors, mes perceptions, hein, c'est quoi ça une perception? C'est l'acte par lequel un individu qui va s'organiser, il va organiser ses sensations, puis interpréter tout ça. Or, telle affaire, pour moi, ça me résonne de telle façon, ça veut dire telle chose pour moi. La façon que je suis fait intérieurement, c'est ça qui va venir résonner, mes perceptions. Une rose, pour moi, ça veut dire telle chose. Mais si je vous demandais à chacun d'entre vous, pour vous, la rose, ça veut dire quoi? Probablement qu'il y aurait d'autres définitions que ma propre rose à moi. C'est ça que ça veut dire. Alors, les perceptions, il y a 10 facteurs qui vont faire que quand je vais prendre une décision dans ma vie où il va y avoir un changement, que ça va venir ébranler à l'intérieur de moi. On va prendre le premier, la culture. Hein? Alors, la culture, c'est mes valeurs, mes traditions. Hein? La langue d'un groupe ou d'une collectivité. Si je vous parlais en chinois aujourd'hui, peut-être que vous auriez dit à Pascal, ben écoute Pascal, beau chinois, là, mais on va voir un jour de ce qu'elle dit. Hein? Alors la langue va nous permettre de mieux saisir. Alors la culture, ça va nous apprendre une façon de voir le monde qui nous entoure et qui diffère d'un endroit à un autre. La langue. Bien, on considère la langue comme un facteur de perception collective, car il constitue un instrument de communication. La façon d'exprimer les idées, les concepts, tout ça, les actions, ça va avoir un lien direct avec mon quotidien. L'intuition. C'est drôle qu'ils mettent l'intuition là-dedans. Est-ce que vous en avez l'intuition, vous autres? Les gens atteints de maladies, ils en ont beaucoup d'intuition. Oui, peut-être que leur corps physique est en diminution et est en perte. Mais il y a d'autres espaces intérieurs qui se développent, par exemple. Hein? Les personnages, ils développent d'autres aspects d'eux que nous autres, des fois, on n'a pas la possibilité de toucher pour toutes sortes de raisons. Mais l'intuition, elle est importante. Hein? Des fois, c'est comme ma petite voix qui me parle intérieurement. Hein? C'est mais il me semble que ça me dit quelque chose, ça. Il me semble que je sens quelque chose, je ne suis pas capable de nommer. Alors, l'intuition, bien, je pense que chaque être humain, on a ça à l'intérieur de nous, mais on n'est pas porté à l'écouter. Faire attention, parce que l'intuition, des fois, elle n'est pas tout le temps, je veux dire, elle n'est pas tout le temps, je veux dire, correcte, là, mais il faut quand même aller la valider. Hein? Il faut aller vérifier si mon intuition est bonne. Parce que je peux rester coincée avec, dire, mais là, j'avais senti ça, mais aller valider, là, ça va lui permettre de solidifier tout ça. Alors, ouvrir la porte à une perception à la fois nouvelle et plus large de l'expérience humaine. Alors, des fois, ça dépasse l'entendement. Les croyances et les préjugés, ça, c'est fort. Moi, je suis venue au monde, vu que mes parents étaient âgés, il y avait beaucoup. Dans ce temps-là, les gens, ils étaient plus des bâtisseurs. Ils sont venus ici pour bâtir. Leur préoccupation, c'était de créer une région, créer quelque chose. Alors, ce qu'ils vivaient intérieurement, ils se connectaient moins dans ces périodes-là, parce qu'ils vivaient intérieurement, ils étaient plus portés à l'extérieur à bâtir. Et les croyances et les préjugés, il y en avait. Moi, je suis venue au monde comme Obélix, il a tombé dans la position magique pour devenir fort. Puis moi, Martine, je suis venue dans la position des préjugés.
Il y en avait beaucoup chez nous, de ça. Ça faisait partie d'eux. Probablement chez vous aussi. Hein? Alors, un préjugé d'une croyance, c'est très, très fort. Très, 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 très fort. Hein? Parce que c'est notre base. Comme être humain, c'est de cette façon-là qu'on a été élevé. Nos éducateurs, que ce soit nos parents, nos professeurs, les gens qui ont été sur notre route, qui ont été significatifs pour nous, ces gens-là, quand ils nous ont dit quelque chose, bon, on a pris ça comme du cash. J'avais raison. C'est ça qu'ils me disent, mais c'est ça que ça doit être comme ça que ça se passe. Et un préjugé, bien, ça peut être très, très fort. La première fois que je suis allée faire de l'accompagnement comme bénévole, avant de devenir coordonnatrice à Paliège, j'étais bénévole pour savoir ce que les gens vivent quand ils vivent cette expérience-là. Et je suis arrivée dans une chambre, et il y avait un monsieur avec des tatous, un moteur. Tout qu'un moteur, il y avait tout le kit. Et là, les premières fois, nous sommes tout le temps accompagnés d'un autre bénévole qui est habitué. Par chance, j'ai laissé l'autre bénévole à y aller. Moi, là, dans ma tête, c'était comme, oh, touche pas à ça, un moteur, là. Tu sais, il va se mettre à me dire toutes sortes d'affaires. Mais je me suis aperçue que c'était un préjugé. Cette personne-là, elle avait besoin de parler. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter. C'est pas l'image que j'ai qui fait ce que je suis à l'intérieur. Hein? Les pentes sont pentes. Hein? Et puis, intérieurement, c'est des humains. Hein? Alors, si mon préjugé, c'est que ces gens-là, il ne faut pas les approcher, bien, quand je parlais de l'ouverture au niveau spirituel, ben, c'est ça. D'être capable de dépasser les préjugés, d'aller de par moi-même valider si c'est vraiment une personne épeurante ou pas. On s'aperçoit que tout être humain est dans une recherche. Hein? Et on cherche probablement tous la même affaire, la paix, mais l'amour. Hein? L'amour de soi et l'amour des autres. C'est ça notre recherche. Alors, s'il va de soi que je ne percevrai pas une personne de la même façon si j'entretiens envers elle des préjugés. Tout de suite là, si je vois quelqu'un avec des grandes oreilles, puis j'avais quelqu'un dans ma vie qui avait des grandes oreilles puis je ne l'aimais pas, celle-là que je vais voir en face de moi, là, c'est pas elle que je vais voir. Je vais voir les autres grandes oreilles que je n'avais pas avant, puis je ne m'approcherai pas de cette personne-là. Je vais avoir tendance à la comparer. Et pourtant, c'est d'une autre personne. Hein? C'est ça un préjugé. Les valeurs. Alors, on décrit la valeur comme étant le facteur important pour donner un sens. La valeur de la famille, hein? La valeur de l'éducation. Ça va donner un sens. Nos parents, ils ont dit, puis moi aussi comme parent, j'aimerais ça que mes enfants aillent à l'école, hein? qui s'éduquent, qui aient une formation, qui gagnent bien la vie. Hein? Moi, comme parent, si cette valeur-là, elle est importante, mais que mon enfant, il décide d'autre chose, ça se peut que ça vienne me déranger. Je donne un exemple. Un de mes fils, il passait le quotidien, tous les matins. Pendant 6 ans de temps, il a fait ça. On s'est levé tous les matins à passer le quotidien. Et il y avait des matins, bien entendu, qu'il passait tout direct. Et quand il passait tout direct, c'était comme, je ne suis pas une bonne mère, je n'ai pas bien éduqué mon fils. C'est que les voisins vont dire, il est en retard un matin. Quelle sorte de parent qu'il y a eu? Et pourtant, pendant 6 ans de temps, à tous les matins, il s'est levé. Peut-être là, 10 fois en retard. Et quand c'était une de ces fois, je me disais ça, que je n'étais pas un bon parent. Je ne regardais pas toutes les autres fois qu'il se levait. Je regardais plus les fois qu'il se levait pas. Et ça, je me le ramenais à moi-même. Hein? À un moment donné, je lui ai dit, hein? Si tu ne te lèves pas, c'est ton affaire à toi. J'ai décroché de tout ça. Hein? Et un matin, bien entendu, il ne s'est pas levé. Et quand on est revenu, il y avait 8 messages sur le répondeur. Alors, il s'était levé tellement en retard que l'autobus scolaire a passé. Il a décidé de prendre l'autobus scolaire plutôt qu'aller passer ses quotidiens. Il les a passés à 3h30 de l'après-midi. Alors, le monsieur, lui, qui attend tous les matins son quotidien, comme une religion, il n'était pas fier, mais ça n'appartenait pas. Hein? Alors, les valeurs, c'est important. Hein? L'estime de soi. La perception de soi, c'est l'élément le plus important de la perception du monde qui nous entoure. En effet, cet aspect, ça détermine bien souvent l'émotion générée par une situation extérieure. Si j'ai de la difficulté, si je n'ai pas appris que je suis une personne importante, que je suis un être humain, que j'ai à l'intérieur de moi toutes sortes d'expériences,
que je peux avoir des défauts, des qualités. Moi, je travaille moins avec ça, là, mais c'est pour plus vous aider à mieux comprendre. Là. Si cet aspect-là de moi, je n'ai pas appris à l'apprécier, à me pardonner des fois parce que j'ai fait des choses qui étaient tout croches. Mais ici, surtout les gens qui étaient sur ma route quand j'étais petite, ils ne me l'ont pas dit. Waouh, bravo Martine, ce que tu viens de faire là, c'est super. Alors, l'estime personnelle, c'est très difficile quand on ne l'a pas. Hein? Mais ça se travaille. C'est quelque chose qu'on peut travailler toute notre vie. C'est le fun de la vie, hein? Ça nous permet de travailler tout ça. Alors, les perceptions positives de soi, c'est la base du bonheur et du calme de l'esprit. Hein? Si je me posais la question aujourd'hui, hey, ces gens-là, c'est que madame-là pense de moi, tu m'en dis, tu correct, tu doré, tu sais, hello, tu sais, je finirais plus, là. Hein? Quand je suis bien matin, je suis regardée, je suis, ouais, ça peut aller, cette affaire-là, là. Vas-y comme ça, si t'es bien là-dedans, vas-y. Hein? C'est ça qui est important, c'est que moi, je sois bien avec ce que je suis. Des fois, je suis proche pareil, mais j'en reviens quand même, j'en reviens assez vite. Alors, en améliorant cette vision-là de ce que j'ai de moi, l'ensemble du monde, ça va prendre une allure différente. Parce que je vais avoir moins tendance à dire, as-tu vu l'allure, le matin? J'aurais plus cette tendance-là à regarder l'autre. Moi, je vais m'être regardée, puis ça va être suffisant. Déjà une grosse job, c'est regarder soi-même. Les expériences personnelles. Ces expériences-là aussi, ça va m'aider à changer ma perception du monde. Hier, j'en ai donné une conférence. C'est à peu près la même. Hier, c'était une demi-heure. Aujourd'hui, c'est 1 heure. J'ai déjà l'expérience de ce que c'est, de ce que je parle. Ça me rassure parce que, hein, mais je ne dis pas les mêmes choses qu'hier. Il y a des gens hier qui étaient là, puis ils vont dire, ben Martine a changé un petit peu sa cassette. Hein, Marianne était là. Oui, je change ma cassette parce que du moment, dans mon moment présent, je ne sais pas qu'est-ce que ça va me donner. Alors, je m'ajuste tranquillement. Hein? Alors, les expériences personnelles, c'est ça qui va faire ma réalité à l'intérieur de moi. Chaque personne vit l'expérience différemment. Ce que vous entendez, ce que je dis aujourd'hui, chacun et chacune d'entre vous, vous l'entendez d'une façon différente. Vous allez aller cibler, filtrer ce qui va faire votre bonheur à vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit hey, ce qu'elle veut, elle a nana, là. Hein? Peut-être qu'un autre dit hey, wow, moi j'avais le goût d'entendre ça, là. Ça me fait donc du bien. Chacune personne d'entre vous, vous m'entendez d'une façon différente selon les filtres que vous avez. Et c'est ça qui va faire que je suis cette personne-là aujourd'hui, puis que je peux transformer aussi. Hein? L'humain, il a cette capacité. Vous savez, des fois, moi, je rencontre des gens qui disent moi, là, je la connais, cette personne-là. Elle est venue au monde demain, puis elle va mourir demain. Ben, moi, je dis aux bénévoles, écoutez-moi ça. L'être humain, il a la capacité de changer jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Ça lui appartient. Pour permettre à cette personne-là de changer, ça prend une autre personne en face de lui. Pas pour lui dire qu'il peut changer, pour l'accueillir tel qu'il est sans le juger. Si moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, ce que je pense, en tout cas qui est très important, c'est que cette personne-là, elle a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'elle veut. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas de quelle façon il faut qu'elle fasse elle. Parce que moi, je ferais probablement les choses différemment que cette personne-là. Sauf que ce que je crois, ma conviction profonde, et c'est plus qu'une conviction profonde, que cette personne-là qui est en face de moi, elle a la capacité de faire ce qu'elle a à faire, avec ses propres capacités à elle. Alors, mais je n'ai pas de job, moi. Pas de travail à faire. Moi, j'ai à être là. Mais c'est un travail. Être là, avec moi, pour permettre à l'autre d'être avec lui-même. Les émotions. Hein? Wow! As-tu de ça, ces émotions-là? Hein? Il y en a de toutes les sortes. Hein? C'est important aussi, les émotions. C'est important parce que c'est ça qui va me dire est-ce que présentement, je suis triste? Est-ce que présentement, je vis la colère?
Est-ce que présentement, j'aurais le goût d'être ailleurs, puis je suis en haut de tabarouette? Je ne veux pas être dans cette chaise roulante-là, moi. Je ne veux pas être à cette place-là, moi. J'aurais bien voulu être un spectacle de, je ne sais pas, moi, télévision qui me vient en tête, là, que d'être assis, puis... hein? Et ça, si je n'ai pas l'espace pour l'exprimer, ben, je reste coincée avec ça. Hein? Les émotions sont importantes. C'est une soupape quelque part. Hein? Vous en pouvez-vous sur des émotions? Ça vous amuse ça? Oui? OK. Je ne vois pas personne pleurer, par exemple. Encore. Ça va me faire pleurer. Moi, les gens, quand ils rentrent dans mon bureau, ils me disent ça y est, elle va me faire pleurer. Non, non, c'est pas mon objectif, moi, de faire pleurer. Mais si j'avais le goût, je vais le faire. Oui, c'est ça aussi, hein, ça change le langage. Le physique aussi, ça va avoir un impact sur la façon dont je vais percevoir les choses. Hein? Alors, c'est sûr que si je suis une personne aveugle, je n'agirai pas de la même façon. Alors, si je n'aime pas telle affaire de moi, je vais m'organiser des fois peut-être pour le cacher. Ou si je n'aime pas quelque chose de quelqu'un d'autre, je vais peut-être m'organiser pour l'éviter. Et le désir. Wow, c'est fun ça! Le désir, ce n'est pas un besoin, par exemple. Des fois, les gens mêlent les besoins avec les désirs. Un besoin, c'est plus quelque chose qui est fondamental à l'intérieur de nous, quelque chose qui est plus profond. Hein, si on prend Maslow, il nous a fait la pyramide des besoins. Un désir, c'est plus un souhait. C'est plus quelque chose que j'aimerais beaucoup dans ma vie. Hein? Des fois, c'est possible. Des fois, ça l'est moins. Mais ça se transforme, un désir. Hein? Un besoin, si j'ai besoin de boire de l'eau, bien, regarde, c'est ça que j'ai besoin, de boire de l'eau. Amenez-moi-en de l'eau parce que je suis un être humain. Si j'en ai pas, bien, je vais peut-être mourir. Hein? Ça, c'est un grand besoin. La perte. J'ai pas l'heure, alors Marianne, là, Hein? 38. Moi, c'est ça qui arrive, parce que je travaille avec ce qui est là. Alors, ce qui me vient, c'est ce que je dis. De toute façon, je vais donner à Pascal le PowerPoint, puis vous savez lire. Oui. OK. Mais je vais quand même essayer de faire un petit coup avec vous autres. Là. Alors, la perte. Quand là, il arrive une perte dans ma vie, un changement, une des premières réactions qu'on a, c'est non, j'en veux pas de ça. Non, c'est pas vrai. Hein? Je veux pas que ça m'arrive. Que ce soit que je perde une relation, un territoire, peu importe, l'espoir du futur, ma santé, je ne veux pas que ça m'arrive à moi. Alors, je vais plutôt nier qu'est-ce qui est là. La négation, c'est sain. S-A-I-N. C'est très, très bon. Ça nous permet de s'approprier tranquillement ce que je suis en train de vivre. C'est ça que ça permet de faire. Il y en a qui vont nier jusqu'à la fin, qui vont mourir. Ça n'appartient pas. Ça nous appartient. C'est leur façon à eux de s'organiser intérieurement parce que c'est trop stressant. Hein? Mais si je la reconnais, ça, je peux nier, mais je peux reconnaître, bien, ça va me permettre de m'ouvrir un peu à l'expérience que je suis en train de vivre. Alors, quand rien ne va, bien, dans ma vie, j'ai l'impression que tout est figé là. Puis quand il nous arrive un événement dramatique dans notre vie, c'est comme on sort de nos bottines. On devient un peu en état de flottaison. Hein? C'est comme si je ne suis plus à l'intérieur de moi. Il y a une partie qui est sortie. Je suis un petit peu comme un robot. Hein? Je m'en vais dans la vie, mais je marche sur l'automatisme. Parce qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser, puis je ne suis pas capable de tout prendre. Ça, c'est le cerveau. Il vient fait notre cerveau. Notre cerveau, il va nous faire déconnecter un peu de cette expérience-là pour me permettre de la réapproprier tranquillement. Alors, je ne suis peut-être plus la personne que je voudrais être, ni la personne que j'aspire de devenir, et encore moins celle que j'ai déjà été. Hein, c'est comme ça. Alors donc, je vais tenter de garder les choses comme elles étaient. Si je suis capable de les identifier, qu'est-ce que je fais, bien, ça va peut-être rendre possible l'expression de ça. Il va y avoir des émotions qui vont être liées à ça. Et si je suis capable de les exprimer, de me dire, bien, moi-même, je vais trouver les moyens nécessaires à l'intérieur de moi pour vivre cette expérience-là. On a tous des ressources intérieures parce que nos expériences de vie nous en ont donné. Mais quand il nous arrive un événement dramatique, c'est comme on n'a pas accès encore. On n'y a plus accès, ça fait trop mal. Mais à un moment donné, on se reconnecte à nos ressources, puis on se remet en mouvement.
Alors, dans ma vie, j'ai l'impression que tout est mêlé, désorienté. C'est vrai. Puis yes, bravo. Plus c'est mêlé, plus c'est le fun à démêler. Hein? Puis ça se peut que quand je vais démêler ça, je vais en laisser de côté. Ça va mieux résonner mes croyances et mes valeurs encore. Hein? Alors, ça se peut que je me mette aussi dans l'isolement. C'est normal parce que j'ai un retour intérieur à l'intérieur de moi, puis j'ai besoin de mieux comprendre ce que je vis. Ça va me permettre après de pouvoir mieux communiquer. Alors, si je me donne accès à ce chaos-là, hein, puis si j'en prends du recul, bien, je vais me connecter à ce qui se passe intérieurement. C'est ce que je viens de vous dire tantôt. Et à un moment donné, des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut quand même aller assez vite. Des fois, je suis prête pour ce changement-là. J'étais juste comme, il me manquait juste une petite poussée pour le faire. Hein? Alors, c'est sûr qu'après ça, ben, ma vie, là, je vais avoir un petit renouveau qui va s'installer. Je vais avoir le goût de sortir, le goût de me remettre belle, peut-être, ressortir mon maquillage, avoir des choses. Puis, je vais peut-être avoir le goût d'oser quelque chose que je ne voulais pas faire avant, parce que j'avais peur. Il y a comme une force intérieure qui s'installe, une nouvelle force. Alors, le changement, ben, c'est naturel comme un tremblement de terre ou un volcan qui va exploser. Quand ça arrive, il y a des signes des fois avant. Hein? Alors, s'il y a un choc qui est là, à un moment donné, quand l'annonce arrive de ça, ben là, ça brasse en dedans. Puis la réaction, ben, il y a encore un choc. Si je prends les gens quand ils apprennent, les proches aidants, quand ils apprennent que leur personne qui aime, elle va mourir, l'annonce de la maladie, c'est un choc. Hein? C'est sûr. Et quand, c'est pas parce qu'ils savent que la personne va mourir que ça ne changera pas. Quand on va dire, la personne, là, au moment où elle va mourir, ça va être un autre choc, ça va être autre chose. C'est pas parce que je le sais qu'elle va mourir que ça va se passer, OK, je le sais. Non, quand elle meurt, c'est une autre histoire. C'est un autre choc. Je ne ferai pas la comparaison, là. Je vais vous parler du stress. Le stress, ben, ça veut dire serré, hein, que je suis coincée, il y a quelque chose qui se passe. C'est un état d'émotion, d'anxiété. Des fois, ça peut même être de la détresse que je vis. Parce que la situation, il y a de l'incertitude à travers tout ça. C'est de l'inconnu pour moi. Le stress, c'est ça que ça va faire, ça va me résonner cet inconnu. Il y a les types de stress, bien, au niveau personnel, il y a des facteurs qui vont faire que le stress va s'installer. Comment ça se passe dans ma tête? Mon petit hamster, il m'amène où? Hein? Il peut m'amener, je ne sais pas, moi, à Bali, puis je veux pas y aller à Bali, là. Hein? Je voudrais rester là. Alors, mon hamster, il va m'amener partout. Hein? Puis, ça va dépendre de la situation aussi. Hein? C'est quoi qui est imprévisible? Y a-t-il des ambiguïtés par rapport à ça? Est-ce que je suis capable de contrôler quelque chose? Le contrôle, c'est utopique de croire que je contrôle quelque chose. Ce que je peux faire, par exemple, je peux avoir une maîtrise intérieure. Ça, je peux avoir ça. Mais contrôler l'extérieur, impossible. Contrôlez même pas votre café. Ça pourrait arriver que vous soyez écouté de votre café, pouf, vous le renversez. Vous ne contrôlez même pas ça. On n'a pas de contrôle sur l'extérieur. Hein? Alors, les trois composantes du stress, ben, c'est sur la source de ce stress-là, hein, les réactions que je vais avoir par rapport à ça et l'attitude que je vais prendre. Ça va avoir un grand impact sur de la façon que je vais vivre ce stress-là, mon attitude par rapport à ça. Et la réponse au niveau physiologique, mon corps physique, lui, il va répondre de quelle façon? Hein? Il va y avoir de l'adrénaline qui va s'installer, puis non, je ne veux pas ça. C'est comme si j'étais en état de survie. L'état de survie, là, quand on est en état de survie, c'est comme s'il y avait un ours qui nous courait à nos fesses. Au-delà de ça, on n'est pas en survie. Hein? Si ma vie est en danger, je suis en état de survie. Mais au-delà de ça, je ne le suis pas. Hein? Mais dans notre mental, dans nos histoires, des fois, ça vient résonner des peurs intérieures. Puis je me mets à shaker, puis je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir des résistances aussi. Alors, il y a plein d'hormones qui vont se mettre en mouvement. Puis après ça, ben, je vais m'épuiser. Je vais être à terre. Hein? Je vois arriver les affaires, je résiste. Puis après ça, pouf, je suis tout envahie par ce qui se passe.
Alors, je vous ai donné des élastiques je vous demanderais de vous choisir un élastique sur la table. Hein? Cet élastique-là, c'est vous autres, ça vous représente. C'est vous. Alors, c'est quoi? C'est important de déterminer votre élasticité. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est dans un mouvement, puis je me laisse aller par la vie, ou bien je suis un petit peu coincée. Hein? Ne pas vous laisser tirer par tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dire non dans la vie. Je vais vous donner un truc. Ça fonctionne pour moi, mais pour vous, vous laisserez si vous voulez. Moi, maintenant, quand quelqu'un vient me voir et dit Martine, tu pourrais-tu faire ça? Tu pourrais-tu venir m'aider? Oh, regarde, attends un peu. Donne-moi 10 minutes, puis je vais y penser, puis je te reviens avec ça. Je me prends tout le temps un petit 10 minutes quelque part. Puis des fois, j'ai pas mon agenda, je ne sais pas, je vérifie, je te rappelle. Je me donne du temps. Je me donne un espace pour voir si c'est possible ou pas. Ne regardez pas votre élastique tendu, ne lancez pas votre élastique. Hein? Vous garochez dans n'importe quoi. Hein? Jouez avec l'autre personne. L'autre personne aussi. Hein? Des fois, on peut s'amuser, mais des fois, il y en a un qui tire plus fort que l'autre. Ça va s'ajuster. Amusez-vous aussi, faites des étirements. Alors, c'est des choses que c'est possible. Cette activité-là, ça vient de la Société canadienne de la maladie mentale, de l'Association canadienne de la maladie mentale. Alors, faites du bungee. Et il y a l'humour aussi. L'humour, c'est important dans la vie. Puis nous, on côtoie des gens qui sont atteints de maladies graves, hein? Mais il y a des gens qui rient jusqu'à la fin, qui ont un certain humour, puis ils vont avoir du plaisir. Mais c'est l'autre qui va me guider. Hein? Je n'arrive pas aux côtés de quelqu'un qui a une mauvaise idée. Hey, yes, hey, t'as-tu vu ça hier soir? Non, non. L'autre, il va me guider. Puis si je suis capable de rentrer à l'intérieur de ce qu'il est en train de me donner, bien là, on va pouvoir s'amuser ensemble. Hein? Si je suis capable de rire de moi, c'est déjà pas mal. Hein? Moi, des fois, je me regarde aller et je dis « Wow, hein? On a fait toute une belle. Hein? C'est beau voir ça. Hein? » Mais capable de rire de soi. Sauf que ce n'est pas du rire sarcastique pour se diminuer ou s'abaisser. C'est de dire, regarde, je suis un être humain, puis là, je l'ai fait de même, la prochaine fois, je vais essayer de faire les choses différemment. Hein? La capacité de contrôler notre langue aussi afin de ne pas prononcer des paroles imprudentes. Hein? Alors, on peut trouver quelque chose. J'ai trouvé ça sur Internet, là. Moi, j'aime les chats, alors on peut s'amuser. Alors, le rire, ça va stimuler le système immunitaire. Hein? J'aurais dû commencer ma conférence par ça. Hein? Sur la prochaine conférence, moi, j'aime ça virer les affaires à l'envers. Ça déstabilise les gens. Là, ils sont obligés de changer les affaires. Dans les formations, là, c'est rare que je suis la page 1, la page 2, la page 3. Moi, je voyage à une page. Là, les gens disent, mais oui, mais où t'es rendu? Mais je suis ici. Tout simplement. Moi, les gars, t'as manqué ta page. Je n'ai rien manqué, moi. Parce que dans mon travail, on passe son temps à s'adapter. Alors, si une personne n'est pas capable de s'adapter parce que j'ai sauté une page, moi, je me dis, c'est que ça va être quand elle va être devenue une personne très malade. Bon, petit misère. Moi, c'est des indicateurs, ça. Hein? Le jour des d'autres qui ne savent pas. Alors, le rire, ça peut diminuer ce taux et protéger ainsi notre système immunitaire. La science confirme que ça, ça fonctionne. Hein? Alors, ça détend les muscles, ça réduit le taux d'hormones de stress, puis ça aide la tension artérielle. Toutes des choses que vous savez déjà. Je vais mieux vous montrer mes images. Vous pouvez en conclure ce que vous voulez. C'est sûr qu'on aimerait en être en dessous de la chaise, mais en tout cas. Hein? Alors, le recteur, il dit, je vais vous prescrire une hospitalisation à domicile, ça doit être beaucoup moins lourd. Mais il dit, là, elle n'avait pas goûté la cuisine de ma femme pour me dire ça. Pas sûr que je vais y aller. Des fois, on dit, force-moi un peu. Alors, la pensée positive. Moi, je travaille moins avec cet aspect-là, positif-négatif. Je travaille plus dans les expériences de vie. Il y en a qui nous dérangent plus, il y en a qui nous dérangent moins. Mais souvent, c'est ce qu'on entend. Avoir une pensée positive. Mais quand je suis souffrant, là, la pensée positive, là, souvent, on peut dire qu'elle prend le bon. Hein? C'est pas si facile que ça. Hein? Alors, il faut faire attention. Parce que la pensée positive, c'est aussi très intellectuel.
Hein? Ça vient de la tête. Hein? Que je sois positif, que je sois positif. Si ça ne descend pas là, au niveau du cœur, oubliez ça. Ça va être juste une cassette, ça va être du conditionnement. Mais ça fonctionne pour ça. Alors ça, c'est notre ami qui... Hein? On profite quand même du bonheur. Hein? Vous voyez, les gens, c'est la façon que j'ai été élevée, que je perçois mes affaires, que je vais avoir une attitude différente. Je ne dis pas que si j'aime pas la pluie, c'est bon, puis que si je l'aime, c'est bon aussi. C'est deux façons différentes de voir les choses, tout simplement. On veut que les gens mangent plus de poulet. Hein? Pour des vaches, c'est le fun. Quand vous êtes fatigué, attendez pas de... Mais un enfant, c'est ça. Écoutez ses besoins, c'est ça. Un enfant, ça s'endort n'importe où. Ça écoute ses besoins. Quand j'ai le goût de mettre un petit peu rock'n'roll, j'y vais autour. Ben, c'est sûr que des sportifs, peut-être que ce sera le fun aussi. Mais pour vous dire, aujourd'hui, là, j'ai écouté, c'est la semaine passée, je pense, il y a des milliers de personnes qui prennent. Je pense que c'est une personne sur 4 qui prend les antidépresseurs. Il y a un problème, hein? On a un problème de société extraordinaire. Alors, il y a 1000 nouveaux cas chaque jour de cancer en 2011. Ben, ça laisse ça. Hey, je te quitte, Albert. Tu peux garder le bol, moi je vais emporter l'eau puis les roches. Quand même snap, là. Hey, il est super ton piercing. Hein? On ne voit pas les choses de la même façon. Hein? C'est pas la peine de siffler. Je vois les bulles quand tu fais. Moi qui pense que ça ne paraît pas les affaires. Hein? Cache bien le son. C'est ça. Alors, c'est pas son bilan de productivité. Hein? Son patron lui veut une affaire, mais l'autre dit non, c'est mon taux de stress qui est augmenté. Des fois, ça nous prendrait 6 brosses, puis un petit peu de répit avec quelqu'un que j'aime, hein? Qui me comprend. Hein? 2 dauphins, hein? C'est ça que vous voyez, là, 2 dauphins. Hey, c'est quoi ton histoire de souffrance au travail? T'as pas le droit de souffrir, hein? T'es ça à la job, là. Tu peux pas faire ça. Pleure pas si le temps qui passe, ça éteint les bougies. Des fois, à l'intérieur de nous, on a encore ce petit côté-là archaïque. Parce qu'on vient de quelque part. Hein? Les cellules, hein, vous voyez, hein, les maladies, c'est transmis. Alors peut-être qu'on a encore un petit côté... lire un livre, ça fait du bien. Plus dépasser la dose. Hein? Alors la peur du changement, c'est la principale résistance au bonheur. Regardez-vous ces dents. Alors, le bonheur, c'est pas quelque chose qui arrive à l'improviste. Hein? C'est pas le résultat du hasard non plus. Il ne s'achète pas et il ne se commande pas. Il ne dépend pas des conditions externes, mais plutôt de la façon dont elles sont interprétées. Alors, le bonheur, c'est une condition qui doit être préparée, cultivée, protégée par chacun. On est responsable de notre bonheur. Les gens qui apprennent à maîtriser leur expérience intérieure deviendront capables de déterminer la qualité de leur vie et de s'approcher aussi près que possible de ce qu'on appelle être heureux. Et pour terminer, le rire est une poussière qui fait éternuer le cœur. Merci. Oui, et les canards, j'ai-tu dépassé? Non, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Avez-vous des questions? Vous avez tout compris ça? Wow! J'étais là pour rien, là-bas? Je suis venue pour rien. Non. C'est vrai que chacun prend, parce que c'est quelque chose de personnel aussi, hein, ce qu'on vit intérieurement. Alors, je me souhaite d'être heureuse moi-même. Ce que je souhaite à l'autre, souvent, on dit souvent, oh, je te souhaite ci, je te souhaite ça. Mais à nous, on se souhaite très peu de choses pour soi-même. Alors, moi, je me souhaite de rencontrer encore des gens comme vous qui prennent soin de personnes malades, puis qu'ils font ce chemin-là dans leur meilleur intérieur possible, puis que c'est possible aussi de transformer. On a ce pouvoir-là comme être humain. Merci.